Dans cette vidéo, nous allons étudier la seconde partie du développement du discours de la servitude volontaire. Alors nous avions vu que dans la première partie du développement, il y avait une façon assez rigoureuse de prouver ces idées. Et on avait vu également qu'il aboutit néanmoins à un paradoxe renforcé par rapport à son hypothèse de départ et qu'il a donc dû reformuler sa problématique. Donc il est passé de pourquoi tant d'hommes obéissent-ils à un seul à pourquoi les hommes veulent-ils obéir. Donc il va de nouveau formuler une hypothèse pour pouvoir répondre de nouveau à la problématique reformulée. Pourquoi les hommes veulent-ils obéir? La seconde hypothèse est donc que les hommes veulent obéir parce qu'on leur a fait croire qu'ils n'étaient pas libres de nature. Ils ont oublié, on leur a fait oublier leur condition naturelle qui est d'être libres pour leur faire croire que la servitude c'était en quelque sorte leur vraie nature. Donc c'est ça qu'il va maintenant développer. Et cette seconde hypothèse, il l'introduit assez clairement, à la fois par une métaphore et par une injonction, un impératif, cherchons donc par conjoncture s'il est possible, etc. Donc là, cette fois-ci, il va être beaucoup plus démonstratif en fait que dans la première partie parce que c'est une hypothèse qui est complexe à faire comprendre. Donc il va devoir avoir une démonstration beaucoup plus développée. Alors dans un premier temps, il va devoir prouver que la liberté est bien la condition naturelle, inaliénable, c'est-à-dire qu'on ne peut pas lui enlever de l'homme. Alors, il a déjà affirmé cette idée dans la première partie du développement, mais il l'avait simplement affirmé. Là, il va devoir le prouver et évidemment, il sait très bien que ça ne va pas de soi, cette affirmation, hein, que l'idée que l'homme est libre par nature, c'est déjà une prise de position extrêmement polémique. Il y a beaucoup de débats là-dessus, et même s'il fait semblant de minimiser ces débats, il sait parfaitement que c'est un enjeu philosophique important. Donc son premier argument, ça va être justement de prouver cette idée-là. Donc pour justifier cet argument, il va utiliser plusieurs sous-arguments, hein, c'est-à-dire plusieurs points qui permettent de prouver l'argument. Donc déjà, il va expliquer que par nature, la seule obéissance que connaissent les hommes, c'est celle d'obéir à ses parents. Donc c'est une première concession à l'obéissance, mais ça va être la seule. Sinon, la raison, la philia, c'est-à-dire le penchant naturel que nous avons à nous apprécier les uns les autres, à nous reconnaître comme des hommes à égalité, hein, donc être des compagnons, c'est le terme qu'il utilise. Là encore, hein, la philia, il en a parlé juste avant avec la notion d'amitié. Donc dans un premier temps, ce qu'il montre, c'est que naturellement, nous allons vers les autres. Nous sommes en quelque sorte des individus qui cherchent à faire collectif, à faire société. Donc, on n'a pas envie de se battre avec les autres. Donc, on n'a pas envie de les dominer. Donc, naturellement, nous sommes libres parce que nous nous aimons les uns les autres. Hein. Voilà, en quelque sorte, l'idée. Alors ensuite, il va, dans un deuxième sous-argument, montrer que, de toute façon, l'état de servitude n'apporte que du malheur, que absolument personne ne peut considérer que lorsqu'on est en situation d'obéissance et d'esclavage, on trouve de la joie et du bonheur. Donc c'est considéré par tout le monde comme étant un état injuste, donc on voit vraiment pas pourquoi même il faudrait en parler, hein, donc il balaye ça assez rapidement. Par contre, ce qu'il va développer, c'est l'idée que même les bêtes, même les animaux, luttent pour leur survie et pour leur liberté quand on les capture. Hein. Il y a vraiment toute une description, par exemple, de l'éléphant ou du cheval qui appuie en fait son idée. Donc même si les animaux considèrent que la liberté c'est le bien le plus important qu'il y ait, pourquoi est-ce que les hommes considèrent que la liberté c'est pas si important que ça? Donc il prouve ainsi avec ces trois sous-arguments que la liberté c'est bien une part inaliénable, une condition naturelle à l'homme.
La seconde hypothèse est donc déjà établie par ce premier argument et il va avoir recours à un deuxième argument qui va être beaucoup plus complexe, hein, beaucoup plus élaboré, donc avec une justification qui va être bien plus importante. Hein. Il y a 12 pages dans l'édition Nathan Carré Classique pour expliquer ce deuxième argument, alors qu'il n'en faut que 3 pages. Hein. Donc là, l'argumentation, elle va être beaucoup plus développée. Il va donc devoir avoir recours à une digression pour pouvoir bien préciser ce qu'il entend par tyran. Il va devoir bien expliquer le rôle de la coutume et il va donc avoir recours à plusieurs exemples. Son argument est effectivement beaucoup plus complexe puisque là, ce qu'il veut montrer, c'est que les tyrans ont fait en sorte de faire oublier, grâce à la coutume en particulier aux hommes, leur condition naturelle qui est d'être libre et de leur faire croire que leur vraie condition naturelle, c'est d'être au contraire servile. Donc pour commencer, il va utiliser un néologisme, c'est ce mot de malencontre, qui peut se traduire par affreuse coïncidence, pour montrer que ce qu'il va montrer ici, c'est un développement théorique bien sûr, mais qui nous fait rentrer en quelque sorte dans l'histoire. C'est-à-dire qu'on est passé de l'essence de l'homme, la nature, à la manière dont finalement les choses se sont déroulées dans une histoire théorique, c'est-à-dire la manière dont les tyrans s'y prennent pour supprimer la première nature. Donc il appelle ça une affreuse coïncidence, c'est un terme, ce malencontre, assez intéressant parce qu'il montre bien que c'est quelque chose de fâcheux, de négatif. Donc, dans un premier temps, il va avoir recours à une digression sur la manière dont les tyrans arrivent au pouvoir. Et il nous dit qu'il y a 3 manières d'arriver au pouvoir pour un tyran. Soit on se fait élire par le peuple, soit on va conquérir un pays, donc ça c'est la force des armes, soit on va hériter en quelque sorte du pays, donc comme une succession héréditaire. Alors, il nous dit qu'il y a des différences effectivement entre ces manières d'arriver au pouvoir et surtout, du coup, ça introduit une différence aussi dans la manière dont ensuite on va exercer cette tyrannie. Alors évidemment, dans la première façon, hein, l'élection du peuple, on reconnaît la figure de César, le dictateur, puisque César, c'est celui qui se fait nommer dictateur, donc normalement qui est temporaire, hein, qui est pour 6 mois, et lui se fait nommer dictateur 10 ans, puis finalement, même si il n'avait pas été assassiné, bien sûr, il aurait confisqué le pouvoir, c'est ce que vont faire les successeurs d'ailleurs de César. Donc ça, c'est la figure antique du dictateur. On voit qu'ils sont tous les trois, hein, quelle que soit la manière dont ils arrivent au pouvoir, des tyrans. Et il nous dit que de toute façon, on en arrive, pour que ce soit le premier ou pour le deuxième, on en arrive toujours au troisième, puisque le but des tyrans, c'est toujours de faire en sorte de confisquer le pouvoir durablement pour le transmettre aux héritiers. Alors après cette digression, il va reprendre donc la justification de l'argument en montrant que quelle que soit la manière dont les tyrans arrivent au pouvoir, en fait, ils utilisent toujours la force ou bien la tromperie, la séduction, et la séduction qui s'appuie évidemment sur, c'est la contrepartie, sur l'aveuglement des hommes. Donc ils cherchent l'obéissance, c'est la première étape en quelque sorte de l'opération de dénaturation de l'homme. Donc il va donner 2 exemples, hein, Sparte et Athènes, qui sont conquises par la force, et au contraire Denis qui va séduire le peuple de Syracuse. Donc les 2 exemples sont en appui de son propos. Et il montre donc que l'obéissance va être transformée par les tyrans en habitude, puisque les tyrans vont faire en sorte que dès la 2e génération du peuple conquis, hein, donc avec les enfants, il va y avoir tout de suite l'idée que obéir c'est normal, c'est évident, on a toujours fait ça, pourquoi on changerait? Alors cette idée, hein, que finalement la coutume, l'habitude va permettre de changer la nature première de l'homme,
eh bien, c'est une idée qu'il va bien développer, bien argumenter à travers plusieurs métaphores, dont celle extrêmement éclairante de l'arbre greffé, hein, puisque l'arbre greffé oublie sa première nature, il devient complètement différent tout en étant le même, c'est le même arbre de départ. Donc ça, c'est assez éclairant pour montrer que l'homme change de nature, mais que en quelque sorte, c'est le même au départ. Donc en fait, si on gratte un peu, on va retrouver la nature première de l'homme, exactement comme l'arbre greffé conserve ses caractéristiques premières. Il montre encore cette idée avec des exemples hein, qui s'accumulent, l'exemple des Vénitiens, les Spartiates, les Catons d'Utique et les deux chiens de Lysiope. Donc c'est vraiment une volonté d'argumenter d'une manière riche, solide. Donc après cette accumulation d'exemples historiques, il va redévelopper encore la même idée, hein, l'idée que la coutume nous fait oublier notre liberté première, et donc il prend encore appui sur une métaphore, celle des chevaux qui sont dressés, qui ont complètement oublié qu'ils étaient un jour sauvages. Et enfin, il va montrer que, et ça va nuancer un petit peu ce qu'il vient de dire, il va montrer que finalement, on n'arrive jamais à faire oublier complètement la nature première qui est la liberté, parce que même avec une coutume bien établie, des hommes qui sont obéissants depuis longtemps, il y aura quand même une catégorie de la population qui va imaginer ce que cette population n'a pas connu, c'est-à-dire la liberté. Il y a toujours un petit nombre de personnes qui vont en quelque sorte se demander s'il ne serait pas possible que les choses soient autrement. Donc cette étincelle qui permet à certains de se dire peut-être que ce que j'ai l'habitude de faire, c'est-à-dire obéir gentiment, peut-être que c'est possible, je peux faire autrement. Et ça, il va nous dire que c'est pas la populace hein, qui peut faire ça, c'est pas le peuple. Hein. La Boétie, c'est pas le défenseur du peuple, hein. C'est pas un sans-culotte, c'est pas un révolutionnaire de 89, c'est un homme du XVIe siècle. Et donc pour lui, les gens qui peuvent imaginer que les choses soient autrement, qui peuvent imaginer la liberté alors qu'ils sont dans un état de servitude, eh bien ce sont des gens qui sont bien nés. Donc bien nés, qu'est-ce que ça veut dire pour son époque, ce sont des nobles, hein, ce sont des aristocrates, c'est la noblesse hein, qui est bien née, et surtout des gens qui sont bien éduqués. Là, on retrouve le côté humaniste, c'est-à-dire des gens qui ont été affinés, éclairés grâce au savoir, grâce à l'étude, etc. Donc cet exemple de gens qui vont pouvoir imaginer la liberté même dans l'état de servitude, c'est quelque chose qui va lui permettre de nuancer à la fois la force de la coutume, mais qui va aussi lui permettre de prouver que derrière la coutume, derrière la servitude, il y a cette part de liberté qui reste là et qui demande qu'à être ravivée en quelque sorte. Donc si je récapitule le circuit argumentatif de cette seconde partie du développement, on va avoir donc la deuxième hypothèse. Les hommes veulent obéir parce qu'on leur a fait croire qu'ils n'étaient pas libres de nature. Et on a donc deux arguments. Donc, dans un premier temps, ils prouvent qu'ils sont en réalité libres de nature. Et dans un deuxième temps, ils montrent comment on leur a fait croire qu'ils n'étaient pas libres de nature. Et donc là, il y a tout un développement sur la manière dont les tyrans font en sorte de faire oublier l'état naturel de l'homme. Et ça, il va le développer dans les arguments qui vont suivre.